À la une de l'actualité ce soir, le bout du tunnel pour la finalisation du barrage de Samandeni. La réception provisoire de l'infrastructure est prévue au 31 octobre 2017 à Printemps du Conseil des ministres de ce mercredi. Mais qu'en est-il des questions pendantes comme celle des indemnisations, la relocalisation des populations affectées et la réalisation des infrastructures sociales? Le ministre en charge de l'eau est notre invité. Il vient nous donner des éclairages. Réforme de la justice, une association de juristes souhaite la relecture du code pénal avec la suppression de la haute cour de justice et du tribunal militaire. Pour les membres de l'association, le code pénal actuel est dépassé, occasion dysfonctionnement dans l'appareil judiciaire. Vous les entendrez dans cette édition. Et au Tour du Faso 2016, le Burkinabé Harouna Ilboudo, arrivé 4e à Bobo Dioulasso, prend le maillot jaune détenu par Zemes Solomon de l'Érythrée, mais cela n'a pas empêché un autre Érythréen, Dawit Haïlé, de remporter la victoire d'étape à Bobo Dioulasso. Ce sont là les titres de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Un nouveau régime indemnitaire pour les agents des eaux et forêts et l'harmonisation des normes de transport routier et ferroviaire dans l'espace UEMOA, ce sont là quelques-unes des décisions importantes du Conseil des ministres de ce mercredi. Une rencontre hebdomadaire de l'exécutif qui s'est penchée également sur le projet de construction du barrage hydroélectrique de Samandeni dans le Houé. La synthèse des décisions avec Koulibaly et Issaka Ouedraogo. Après plusieurs rendez-vous manqués, la réception provisoire du barrage de Samandeni est désormais fixée au 31 octobre 2017. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce jour. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre des instructions d'un accord conclu entre les différentes parties prenantes. À savoir donc les chefs de village, le cadre de concertation et le ministère de l'eau et de l'assainissement qui ont permis donc de prévoir 17 points sur lesquels les uns et les autres sont tombés d'accord. L'incidence financière sera d'à peu près 22 milliards de francs CFA. On compte les indemnisations directes des populations, la construction des infrastructures, à savoir les écoles, les points de santé, etc. À ce conseil, il était également question de l'adoption des normes et standards harmonisés de l'UEMOA en ce qui concerne la construction et la réhabilitation des infrastructures ferroviaires et les options de gestion des réseaux à l'horizon 2040, mais aussi de l'application intégrale du règlement 14 de l'UEMOA. Ce règlement porte à moi sur charge à l'essieu. Et donc, suite au Conseil des ministres qui s'est tenu le 23 septembre 2016 à Cotonou, un certain nombre d'échéances ont été arrêtées. Le Burkina donc s'est engagé à respecter ces échéances-là. Appelé deux dates importantes. C'est le 1er février 2017, le fait que le règlement 14 sera appliqué dans tous les ports et que le 1er avril 2017, il sera appliqué sur tous les corridors et les plateformes. Les ministres ont également adopté 2 décrets portant régime indemnitaire applicable au personnel des eaux et forêts et de son classement indiciaire. Comme annoncé, le bout du tunnel donc pour la finalisation du barrage de Samandeni, la réception provisoire de l'infrastructure, vous l'avez entendu, est fixée à octobre 2017. Le ministre de l'eau, je l'ai dit, M. Ambroise Ouedraogo est notre invité. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, M. Fousseni. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, par rapport aux questions pendantes, d'abord sur la question des indemnisations, est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont le sourire aux lèvres? Merci beaucoup. Et avant de répondre directement à votre question, je tiens à rappeler que ce que nous appelons couramment le barrage de Samandeni, c'est en fait tout un programme que nous appelons le programme de développement intégré de la vallée de Samandeni. Le barrage n'est que la composante principale, bien sûr, mais nous avons la production énergétique, nous avons l'agriculture, nous avons l'énergie, bien sûr, comme j'ai dit, nous avons les aménagements, nous avons l'eau potable, nous avons une zone agro-industrielle, nous avons des hôtels, tout ça que nous avons appelé une zone de développement. Un pôle de tout croissance. À fait. C'est même senti comme ça. À terme, la zone sera transformée donc, en un pôle de croissance pour la zone, pour la région là-bas. Alors, par rapport à votre question, d'abord, nous remercions l'ensemble des acteurs, que ce soit les populations, organisées autour de leur cadre de concertation des populations déplacées, que ce soit les autorités locales, que ce soit les autorités administratives. Ça fait depuis le mois d'avril que nous avons mis en place l'équipe pour négocier, pour s'entendre sur l'essentiel.
au jour d'aujourd'hui, tous les points de négociation ont fait l'objet d'un accord consigné dans un rapport que tout le monde a signé, que nous appelons donc l'accord des parties. Y compris les indemnisations. Y compris les indemnisations. Les indemnisations, vous savez, il y a plusieurs... aujourd'hui, l'enveloppe globale se chiffre autour de 22, je peux vous dire exactement, 22 milliards 232 millions 192 471 francs CFA, budgétisés sur 3 ans, 2016, 2017 et 2018. Et ces indemnisations comportent, comme je l'ai dit, plusieurs volets. Il y a d'abord le volet indemnisation directe. C'est-à-dire qu'on va effectivement payer aux populations un certain nombre de préjudices moraux et etc. qu'ils ont subis. Il y a les indemnisations à travers la mise en place des infrastructures. Il y a les indemnisations à travers les relocalisations. Leurs vergers seront payés, les zones agricoles seront payées, même les us et coutumes seront pris en charge. Tout ça seront pris en charge. Du point de vue des infrastructures, il y aura des CSPS, il y aura des écoles, il y aura bien sûr des AEPS, les points d'eau, et il y aura des infirmeries, il y aura tout ça et c'est prévu et on est tombé d'accord. Et tout est planifié. Et imaginez, ça concerne quoi? Ça concerne 6 communes. Ça concerne plus d'une dizaine de villages. Tout ça, grâce à Dieu, c'est réglé à travers les décisions du Conseil des ministres qui ont avalisé en réalité le document consensuel qui a été adopté. Oui, puisque les populations se plaignent du fait que, une fois relocalisées, il se trouve que les infrastructures sociales ne suivent pas. Vous déplacez un village d'un point A à un point B, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Concrètement, il est très éloigné. Et donc, du coup, bonjour les problèmes que peuvent vivre ces populations. Et nous sommes totalement d'accord avec leur perception. C'est pour cela que nous avons pris le temps, jour par jour, heure par heure, de s'asseoir avec eux, dire on vous déplace, qu'est-ce qui vous manque? Ils ont dit. On vous déplace, qu'est-ce qu'il vous faut? On leur a dit. Parce que nous reconnaissons qu'en réalité, tout ça, ça ne reste que partiel. Parce que dès qu'une personne quitte son terroir, nécessairement, il a une incidence négative sur ses conditions de vie. Mais nous avons tenté à ce jour-là de faire le maximum. Et ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. On va les accompagner. Le projet Samandeni, ça va aller au-delà même de la fermeture du barrage et de la mise en eau. Nous avons même prévu le récalibrage du lit de Moun jusqu'à Boromo. Donc, vraiment, on est ensemble comme dirait quelqu'un. Oui, il y a également les travaux même du barrage proprement dit. Vous dites que la réception provisoire est prévue au 31 octobre 2017. Qu'est-ce qui fonde cet espoir pour vous? Oui, deux aspects. Parce que l'entente entre les parties et le consensus qui s'est dégagé pour la réactivation et l'accélération des travaux de finition du programme font l'espoir que nous pourrons redémarrer les travaux, les accélérer parce qu'en fait, ils n'étaient pas totalement arrêtés. Deuxièmement, les partenaires financiers. Ils voulaient être aussi rassurés que réellement les populations bénéficiaires sont en communauté avec le gouvernement. Ça aussi, c'est réglé. Nous avons négocié avec les entreprises, avec les bureaux d'études pour recaler un chronogramme, là aussi, consensuel. Nous avons regardé, nous avons révisé les coûts, nous avons signé des avenants pour tous ces partenaires, histoire de sauver ce grand projet pour notre pays. Et tout ça, c'est d'accord. On a arrêté le chronogramme ensemble et effectivement, au 31 octobre, s'il plaît à Dieu, on devrait fermer la digue et procéder à la mise en eau du barrage. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Certainement qu'on vous recevra à d'autres occasions pour approfondir davantage sur cet important projet pôle de croissance dans la région de Samandeni. Je rappelle que c'est dans la province du Houé, la région des Hauts-Bassins. Ce 2 novembre, les forces armées burkinabè honorent une tradition, celle de dépôt de gerbes à la mémoire des frères d'armes tombés pour la patrie. Ce matin, la tradition a été encore respectée au monument des martyrs, 6 places de la nation à Ouagadougou. Et c'était en présence de Issa Kafando et de Moumouni Soubega. Au rythme de la sonnerie au Mans, le chef d'état-major général adjoint des forces armées nationales et le président de l'association des anciens combattants déposent une gerbe au monument des martyrs, place de la nation. C'est un symbole qui honore leurs frères d'armes tombés les armes à la main pour défendre l'honneur et la patrie. C'est dans le cadre de la fête des morts que nous commémorons nous aussi notre métier
très dangereux et le monument est mort est là, en pleine ville, au milieu de la ville, pour rappeler à tout le monde que le travail que certains frères font pour la liberté de nos compatriotes et même plus loin, la liberté hors de nos frontières, est très dangereux, ils sacrifient leur vie. C'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas eu d'action de guerre directe, donc on n'a pas eu de morts. Mais depuis 2009 que nous avons des hommes sur des théâtres de guerre, il y a les morts et nous les honorons. Officiers supérieurs, militaires de rang de toutes les composantes de l'armée et anciens combattants sont tous mobilisés pour honorer leurs devanciers. Une tradition que les forces armées nationales du Burkina sacrifient chaque 2 novembre. Et cette information avant de poursuivre, ce jour 2 novembre 2016, aux environs de 13h, un braquage a eu lieu sur l'axe Djibo-Baraboulé. Au nombre des victimes, 2 agents de police en poste à Baraboulé qui revenaient du marché de Djibo. Les intéressés étaient en tenue civile et ne portaient pas d'armes sur eux. Les rumeurs selon lesquelles ces policiers étaient en service sont infondées. Notons que seule leur motocyclette de marque Yamaha 150 a été emportée par les braqueurs qui ont ensuite pris la fuite. Et c'est une information qui nous est parvenue par la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. La coalition Burkindi célèbre ce 1er novembre les femmes battantes, celles qui se sont engagées pour l'insurrection populaire de 2014. Une occasion de magnifier le rôle et l'action de ces femmes pour la liberté et la démocratie au Burkina. Omar Zombré. Femmes insurgées, femmes battantes. Au moment où la nation commémore l'an 2 de l'insurrection populaire d'octobre 2014, une cérémonie est dédiée à ces femmes qui ont consenti un sacrifice au nom de la liberté, de la démocratie au Burkina Faso. Le 27 octobre 2014, l'on s'en souvient encore, spatule en main, elles avaient bravé l'interdiction pour effectuer une marche contre le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Les femmes ce jour-là, je ne sais pas quel est l'esprit qui les avait animées, mais on était tellement, même face aux forces de l'ordre, on n'a pas pu repartir en arrière, on les a tenues tête. Et ça c'est pour dire à la femme sa valeur. Combien elle est importante dans le processus démocratique non seulement, mais pour le développement même du Faso. À cette cérémonie, une mention spéciale est faite à 2 d'entre elles. La femme politique Saran Sérémé, représentée ici par sa fille, et Safiatou Lopez, leader d'une organisation de la société civile. Chaque Burkinabé a un mérite dans cette lutte-là. Chacun a lutté. Vous voyez même les commerçants, vous savez les jeunes commerçants. Voilà pourquoi je dis souvent il faut tenir compte des petits. Parce que c'est la masse. Parce que c'est eux qui peuvent faire bouger les choses. Quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, là ils sortent. Et quand ils sortent, même les grands ne sont pas beaucoup. Si vous dites, parfois on minimise les jeunes, on minimise ceux qui n'ont rien. Mais au Burkina Faso, il faut se détromper. Parce que ce ne sont pas ceux qui ont l'argent là qui ont la force. À l'assistance, Safiatou Lopez affirme que le président du Faso porte une attention à leur cause et devrait recevoir leurs différentes responsables ce mercredi. Dans l'actualité ce soir, les réformes à la justice, une association de juristes demande la relecture du code pénal avec la suppression de la haute cour de justice et du tribunal militaire. Pour l'association, le code pénal actuel est dépassé et occasionne des dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire. Ce matin, face à la presse, les membres de l'association se sont longuement expliqués. Ismaël Sirima. Pendant 1 heure d'horloge, les juristes de l'association Savoir Plus ont expliqué aux journalistes la nécessité de relire le code de procédure pénale du Burkina. Avec ce code qui date de 1968, ils estiment que la haute cour de justice ainsi que le tribunal militaire doivent être supprimés. L'article 21 de la haute cour n'accepte pas que les actes commis par la commission d'instruction puissent être mis en cause. La deuxième juridiction, c'est la juridiction militaire. Lorsqu'on lit l'ensemble de ces textes, on se rend compte qu'il est difficile que la justice militaire puisse rendre des décisions indépendantes et non contestables. Concernant les manquements relevés, ce groupe de juristes propose quelques pistes de solutions.
nous suggérons de convoquer un cadre de dialogue politique et social à valeur exécutoire en vue de prendre des décisions partagées sur les grandes questions de l'heure. Nous proposons également d'engager une procédure de réforme du système judiciaire incluant une harmonisation juridictionnelle. Les juristes de l'association Savoir Plus disent se baser sur les analyses du Comité des droits de l'homme sur le Burkina. Ils envisagent transmettre leurs données aux autorités dans les jours à venir. Dans exactement 40 jours, le Burkina Faso va commémorer le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et la fête cette année se tient à Kaya dans le centre-nord. À l'occasion, le gouvernement et des partenaires ont réalisé des infrastructures pour accueillir les festivités. La Lunabé fait partie de ses partenaires ce matin. Elle a convié la presse à une visite de terrain. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assokwa. À quelques 40 jours de la tenue des festivités du 11 décembre, le directeur général de la LONABE et les autorités régionales s'imprègnent de l'état d'avancement des travaux. Sur l'ensemble des sites visités, ce sont des ouvriers en plein chantier qui s'activent pour livrer les infrastructures dans le délai. Les plafonds sont faits, il y a les pavages la cour. Donc pratiquement c'est deux aspects qui restent sur tous les chantiers qui ne sont pas livrés. À la maison de la femme, les travaux consistent à la réhabilitation de l'ancien bâtiment, à la construction de magasins de stockage et d'une salle de conférence. Au niveau de l'agence de la LONABE, c'est un bâtiment R+1 extensible à R+3. À l'auberge de l'Appelé, 2 bâtiments pour hébergement et un forage. Le village artisanal comporte une 60aine de stands avec un forage et des aires de séchage. Le coût des investissements s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Je suis vraiment satisfait de l'état d'avancement des chantiers que nous avons visités ce matin. Kaya mérite bien ce village artisanal qui va permettre à nos artisans de redoubler d'efforts dans la créativité. Pour le gouverneur de la région du Centre-Nord, ces infrastructures viendront renforcer les capacités d'accueil. Nous sommes vraiment satisfaits de cet appui de la LONABE qui est venu réaliser, je pense, au moins ces 5 infrastructures pour renforcer non seulement les capacités opérationnelles des opérateurs économiques de la ville de Kaya. L'entreprise en charge des travaux promet livrer les infrastructures au plus tard le 30 novembre prochain, à l'exception de l'agence de la LONABE. Sur le front social, les médecins du Burkina sont en grève. À l'appel du syndicat des médecins du Burkina, ils revendiquent de meilleures conditions de vie et de travail, notamment le relèvement de leur salaire et la meilleure gestion de leur carrière. Jean Zongo, Estelle Judith Assokwa. Les médecins regroupés au sein du CIMEB, syndicat des médecins du Burkina Faso, réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ce matin, ils ont déserté momentanément les formations sanitaires et hôpitaux pour se rendre dans leur ministère de tutelle. Objectif, transmettre leur plateforme revendicative qui comporte 4 grands points. Le premier axe, c'est nos conditions de travail. Nous estimons qu'il faudrait très rapidement équiper les hôpitaux, très rapidement revoir les normes en ressources humaines, en personnel. Mais aussi, il faut faire en sorte qu'il y ait une pharmacie hospitalière dans les hôpitaux. Au niveau de la rémunération de nos indemnités, nous avons estimé qu'il n'est pas normal qu'un médecin qui passe 8 à 13 ans à étudier après le baccalauréat ne puisse même pas avoir 300 000 francs comme rémunération et qu'il soit obligé de travailler 24 heures sur 24. Autre point de revendication, le statut particulier. Nous estimons que l'aspect manquant de ce maillon-là est la fonction publique hospitalière pour nous consacrer un statut particulier, de sorte à ce que nous puissions avoir une flexibilité dans la gestion des ressources humaines de la santé au profit du malade. Leur ministre de tutelle en mission, c'est le conseiller technique qui a réceptionné la plateforme revendicative. Il promet la transmettre à qui de droit. C'est tout à fait légitime tout ce que votre secrétaire général a égrené ce matin. Et je vous rassure que je transmettrai fidèlement ce qu'il vient de dire à qui de droit pour que des actions soient entreprises pour soulager un tant soit peu les conditions d'existence
des médecins que nous sommes, vous et moi. Ces médecins regagnent leur formation sanitaire tout en espérant que leurs revendications auront un écho favorable. Le grand format de ce journal s'intéresse à l'albinisme. Le soleil est redoutable pour la peau des albinos. L'effet des rayons solaires sur leur peau laisse des taches disgracieuses. Des pommades existent pour se protéger du soleil, mais la meilleure protection demeure celle vestimentaire. Idrissa Warga et Kadou Romanki se sont intéressés à la question. Images et explications. On m'a dit que c'est en consommant le sumbala, le poisson, le taux couché qu'on a ces taches. Pourtant, j'ai suivi le régime, j'ai traité en vain. Peau claire, peau fragile ou peau à problème. Ouo Koulibaly nous raconte là son périple sur le traitement de la peau de ses enfants albinos. Un traitement qui n'a pas produit l'effet escompté, puisqu'elle ignorait le vecteur responsable de ces taches disgracieuses. Ce vecteur, c'est le soleil, ennemi numéro 1 des personnes albinos. Il ne se passe pas un an sans qu'une personne albinos ne meure du cancer de la peau. Les crèmes peuvent aider. Les crèmes ne résolvent pas totalement le problème, mais ça peut atténuer le coût du soleil. Malheureusement, ces crèmes sont très chères. Ce n'est pas disponible sur la place du marché. Il faut toujours commander, il faut bénéficier des dons. La meilleure protection, c'est la protection vestimentaire. Il faut donc s'habiller conséquemment en portant des vêtements longs et des chapeaux à large rebord pour produire de l'ombre sur le visage. Une habitude vestimentaire pas toujours facile à supporter. Tu peux même pas t'habiller comme les autres filles, quoi. Pourtant, c'est la mode. Il y a des habillements, si on décortique le dos là, si toi-même tu vois, tu es contente. Mais non, on ne peut pas porter ça. Donc, on se contente de ce qu'on peut porter. Si le choix entre se mettre à la mode et s'exposer au soleil ne souffre d'aucun débat, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de chercher sa pitance quotidienne. À cause de mon travail, je suis obligé de rester au soleil. Je suis chef de ménage. Je nourris ma famille grâce à l'agriculture. En cas de maladie ou autre besoin, je tire mes revenus du champ. À mon avis, il est moins contraignant d'être albinos homme que femme. La femme, si son mari ne la comprend pas, elle ne pourra pas rester dans le foyer. Charlotte Milogo, mère de 3 enfants, tous de teint noir, est victime de cette incompréhension. C'est difficile. On ne peut pas avoir les mêmes horaires de travail au champ à cause du soleil. Les albinos font partie de la grande famille des personnes vivant avec un handicap. Les railleries ne manquent pas non plus à leur égard. Certains disent que ma maison est pleine d'odeurs d'albinos. D'autres nous traitent d'aveugles. Et puis maintenant, gagner mari, même c'est un problème. Quand il vient vers toi, là, même s'il fait 2 jours après, là, tu n'as pas vu femme dans le pays, là. C'est albinos ça tu veux. Ce sont les sorciers. Ah, souffre 8 éléments. Donc ça fait que tu fréquentes beaucoup de gars sans te rendre compte. Mais si tu t'approches à côté de lui et puis elle est en train de fuir, il commence à fuir de toi là. Toi-même, tu peux comprendre que la personne a peur de toi. Autre problème commun que les albinos partagent, c'est la faiblesse de la vision. Un handicap qui n'est pas sans conséquence sur leur rendement scolaire. Selon le président de l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos, l'État burkinabé consent un effort pour la prise en compte des besoins spécifiques des albinos, notamment dans les programmes de l'éducation et de la santé. À la sortie du Conseil des ministres de ce mercredi, 3 ministres du gouvernement se sont rendus sur le site du CIAO. Une manière pour le gouvernement burkinabé de soutenir les artisans qui ont fait le déplacement de cette édition 2016. Peggy Ouedraogo. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, ils sont 3 membres du gouvernement à se rendre au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Le ministre d'État en charge de la sécurité, celui de l'énergie et celui du commerce ont tous pu apprécier la qualité des œuvres exposées. Nous sommes venus pour regarder, magnifier, mais aussi quelquefois acheter
On en a déjà acheté. J'ai acheté de façon d'enfanée. Voilà. Et je vais me faire tailler un bobo, un joli bobo. On est venu pour dire que le CIAO vaut la peine d'être vu et d'être pratiqué. C'est du reste le souhait des exposants qui espèrent épuiser le stock de leurs articles. En sport, volleyball, la gendarmerie nationale, vainqueur de la Coupe du ministère de la Défense. C'était ce 1er novembre en présence du président du FASO, par ailleurs ministre de la Défense. Les Pandores se sont imposés face aux sapeurs-pompiers par 3-7-0. Mokhtar Ouedraogo, Jean-Victor Ouedraogo pour les détails. C'est de façon fracassante et dans une ambiance électrique que l'équipe de la gendarmerie et celle des sapeurs-pompiers ont débuté la rencontre. Rapidement, la gendarmerie impose sa domination et enlève le premier set par 25-19. Au deuxième set, les sapeurs-pompiers impriment un jeu plaisant, mais manquent d'efficacité. Ils subissent encore le coup de la gendarmerie par 25-22. Au troisième set, les sapeurs-pompiers malmènent les gendarmes et bénéficient de l'appui d'une salle de sport acquise à leur cause. Malheureusement, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais la détermination et l'engagement des hommes. Ayant compris cet adage, les gendarmes font fi du tintamarre des adversaires et plient les soldats du feu par 26-24 et remportent la finale 3-7-0. C'est une triste réalité qui s'explique par le fait que j'ai beaucoup de joueurs, la quasi-totalité des meilleurs joueurs sont blessés. Et à titre d'exemple, mon meilleur attaquant qui est juste derrière moi, qui me faisait la quasi-totalité de mes matchs, alors lui il a été blessé depuis le 3e match. Alors après le passeur qui est tombé malade pendant pratiquement 4 jours, 5 jours. Alors, donc, et le capitaine aussi qui boite, qui n'arrive pas à jouer. Et puis on a eu quelques choix tactiques qui n'ont pas beaucoup marché. La victoire de la gendarmerie, en match de poule, on les avait déjà gagnés 3-1. Mais j'ai dit de laisser l'orgueil à part et puis de jouer physique efficace. C'est ça seulement qui peuvent gagner les compétitions militaires. Ainsi, l'équipe de la gendarmerie remporte le trophée, la médaille d'or et une coquette somme de 500 000 francs CFA. L'équipe des sapeurs-pompiers classée 2e s'en tire avec la médaille d'argent, un trophée et une somme de 400 000 francs CFA. Je vous le disais en titre, la 6e étape du Tour du Faso s'est courue ce 2 novembre entre Pa et Bobo Dioulasso. Le Burkinabé Harouna Ilboudo récupère le maillot jaune, tandis que l'Érythréen Benit Haïlé remporte la victoire de l'étape. Images et commentaires avec Mamadi Iwena, Souleymane Sanou et Moussa Ouedraogo. Les étalons n'ont pas remporté l'étape par Bobo Dioulasso, mais c'est tout comme. Certes, l'Érythréen Meharit Kibrom est le premier à franchir la ligne d'arrivée, mais Harouna Ilboudo, rentré 5e, prend le maillot jaune. Ce matin, j'étais à 20 secondes du maillot jaune. Dieu aidant, j'ai été dans l'échappée et je suis rentré 4e et gagné le maillot jaune avec quelques petites secondes. Et je suis très content d'être ici, c'est ma ville de naissance. Et que voir le Burkinabé reprendre le maillot jaune, je suis très content, très fier des jeunes parce que ça a été difficile, c'est le scénario idéal. Le Burkinabé est le nouveau leader au classement général au temps. À l'issue d'une course très animée, le premier sprint à Oundé est remporté par l'Ivoirien Karamoko Bamba dans la première échappée de 10 coureurs. Une échappée reprise juste après Oundé par le peloton. Mais un autre groupe, constitué cette fois-ci de 6 coureurs, dont Harouna Ilboudo, attaque et prend la clé des champs. Les Fuyards vont remporter les 2 derniers sprints intermédiaires par Dewit Haïlé de l'Érythrée, à Koumbia et à Walsama. Et c'est ce groupe des 6 échappés qui entre triomphalement à Bobo. Meharit Kibrom de l'Érythrée est le premier à franchir la ligne d'arrivée devant Vincent Grassit de la France et son compatriote Jonathan Aïlou. Harouna Ilboudo se contente de la 5e place mais gagne gros. Il est désormais le nouveau porteur du maillot jaune en attendant la 5e étape Bobo Banfora demain.
On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jour, revue de presse signée Evelyne Daviri. Pour la mémoire des martyrs, la nation rend hommage aux victimes ou encore la nation célèbre ses héros et réclame justice. C'est en ces termes que les différentes parutions de ce 2 novembre reviennent sur la commémoration des 2 ans de l'insurrection populaire au Burkina. Un hommage national rendu au pied des ruines de l'Assemblée, écrit Notre Temps, qui relate le déroulement de la commémoration. Une marche de la place de la Nation à l'ex-Assemblée nationale, puis le discours officiel prononcé par le ministre en charge de l'administration territoriale et un dépôt de gerbes, poursuit l'observateur Palga. En plus, un boulevard et une place ont été dédiés au peuple insurgé du Burkina, écrit aujourd'hui au Faso, qui explique « Le boulevard France-Afrique a été rebaptisé boulevard de l'insurrection et la rue jouissant l'avenue Pascal Zagré est désormais la place de la résistance au putsch du 16 septembre. » Pour l'observateur Palga, cette commémoration est un devoir de mémoire. Un devoir qui doit être perpétué car cette épreuve est un patrimoine commun à tous les Burkinabés qui doivent se l'approprier, déclare le président du Faso dans Sidoya. Le quotidien d'État relate ensuite en intégralité le discours du président Kaboré livré la veille de la commémoration nationale des journées de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, de même que le journal Le Quotidien. L'Express du Faso fait une analyse de ce discours du président et estime, par rapport aux différentes revendications sociales, que, même si Roch Kaboré n'a pas raison, il a dit la vérité. Pour ce quotidien, qui rapporte les propos du président, on ne peut pas partager ni revendiquer quelque chose qu'on n'a ni produit ni créé. Et avant de vous quitter, ce jour 2 novembre 2016, aux environs de 13h, un braquage a eu lieu sur l'axe Djibo-Baraboulé. Au nombre des victimes, 2 agents de police en poste à Baraboulé qui revenaient du marché de Djibo. Les intéressés étaient en tenue civile et ne portaient pas d'armes sur eux. Les rumeurs selon lesquelles ces policiers étaient en service sont infondées. Notons que seule leur motocyclette de marque Yamaha 150 a été emportée par les braqueurs qui ont ensuite pris la fuite. C'est une information diffusée par la division de la communication et des relations publiques de la police nationale. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.